Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Hier, Éric Dupond-Moretti a été relaxé des accusations de conflit d'intérêts par la Cour de justice de la République. Je le rappelle juste pour nos téléspectateurs, la Cour de justice de la République sont de 3 magistrats, 12 parlementaires. Vous dénoncez aujourd'hui cette décision, pour quelle raison ? C'est une insulte à l'idée même de justice. Je me souviens de cette fable de La Fontaine qui disait que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et en l'espèce, c'est une justice de puissants, vous l'avez dit. Éric Dupond-Moretti n'a pas été jugé comme un citoyen ordinaire, comme vous et moi. Il a été jugé dans le cadre d'une juridiction d'exception composée de 12 parlementaires. C'est un ancien magistrat de la Cour de justice de la République qui disait « Mais dans quel autre pays, à part en Biélorussie, un ministre serait jugé par ses pairs ?» Oui, mais 12 jurés parlementaires, et il y en a 7 qui appartiennent à l'opposition. Donc ça veut dire qu'il y a un avantage pour l'opposition. Vous le voyez bien, Alex Bouillégué. Tout ça, il y a même un conflit d'intérêts dans la prise de décision, puisque des parlementaires ont un intérêt à agir. Par ailleurs, les magistrats qui témoignaient devant leur ministre de tutelle en exercice, puisque Éric Dupond-Moretti ne s'est pas retiré, et y compris pendant le temps de l'affaire. À la fin, cette Cour de justice de la République, si vous voulez mon avis, c'est surtout une cour d'impunité de la République. Et cette cour doit être supprimée. Je pense que elle fait honte à l'idée de l'état de droit. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez derrière le côté un arrangement politique? Est-ce que vous pensez clairement, je vous pose une question précise, par exemple, que les jurés parlementaires, sénateurs et députés républicains ont soutenu la relaxe d'Éric Dupond-Moretti? Mais vous voyez bien que des députés qui soient dans l'opposition ou dans la majorité ont un intérêt à agir dans un sens ou dans un autre. Quel aurait été leur intérêt? Ça serait quoi? En échange de quoi? Les voix des Républicains en échange de quoi? Est-ce que vous pensez vraiment qu'un député est le plus habilité à juger un ministre en exercice? Vous voyez bien qu'il y a un conflit d'intérêts dans la manière de prendre cette décision. Et d'ailleurs, cette Cour de justice de la République, ou plutôt cette Cour d'impunité, ça fait 30 ans qu'elle existe. En 30 ans, il y a eu 0 condamnation à aucune peine. Donc aujourd'hui, cette Cour, tout ce qu'elle sert, c'est à blanchir. Ce sont des arrangements entre amis. Et moi, je vais vous dire, j'en ai marre de cette façon de faire la politique, des conflits d'intérêts à tous les étages. Le ministre du Travail, la même journée, une réquisition de 10 mois avec sursis pour favoritisme. Comme si, en fait, les conflits d'intérêts ou favoritisme... Parlez d'Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, c'est un critère pour entrer au gouvernement. Moi, je me bats au quotidien au Parlement européen. Est-ce qu'on peut aussi se dire que finalement, la transparence de la vie politique, elle est beaucoup plus forte qu'avant, puisque justement, les ministres sont traduits devant la justice si besoin? Mais vous satisfaisez d'une situation dans laquelle les ministres sont traduits devant la justice. Mais à un moment, il faut se poser la question. Olivier Dussopt, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Comment on en est arrivé à ce qu'il n'y a quasiment pas un ministre de ce gouvernement qui, à un moment ou un autre, n'a pas eu affaire à la justice? Olivier Dussopt, on en parlait, Éric Dupond-Moretti, il y a eu avant eux Marlène Schiappa, on se souvient de l'affaire Benalla. Bref, c'est comme si c'était un critère d'entrée au gouvernement d'être poursuivi pour conflit d'intérêts. Moi, je vous dis, j'en ai marre. Il faut changer cette façon de faire de la politique. Serait le même si Éric Dupond-Moretti avait été condamné? Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la Cour de justice, il faut la supprimer? Ma critique de la Cour de justice de la République, je la maintiendrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être jugé par ses pairs. Ça pose un problème de conflit d'intérêts alors qu'on est censé juger des conflits d'intérêts. Mais je vais au bout de ma démarche. Cette façon-là de faire de la politique, on a des conflits d'intérêts à tous les étages. Je le vois au quotidien au Parlement européen, où là aussi des députés sont rémunérés par des lobbies. Eh bien, ça tue notre démocratie, ça tue la confiance qu'ont les gens en politique. Et moi, je le dis, il faut qu'on fasse le ménage et qu'on chasse ces pratiques-là. Et je vais continuer à me battre aussi au Parlement européen parce que je vous invite à aller voir ce qui s'y passe. C'est pas tous les jours réjouissant. Depuis ce week-end, depuis une semaine, il y a de nombreux militants d'ultra-droite qui manifestent pour, je les cite, faire justice pour Thomas, cet adolescent qui a été poignardé à Crépol. Gérald Darmanin a acté la dissolution de 3 groupuscules d'ultra-droite. Vous dites qu'il a fait vite et bien? J'ai envie de dire enfin, ça fait des mois qu'on alerte sur la résurgence de ces groupes d'ultra-droite. Moi, je les appelle d'extrême droite, qui montrent leur vrai visage, qui sont des groupes extrêmement violents,
qui ont des discours aujourd'hui qui remettent en cause l'unité de notre République, qui organisent des ratonnades à visage découvert dans les rues de Lyon, de Rennes et de tant d'autres villes de notre pays. Et au bout d'un moment, stop, ça suffit. Il faut prendre des mesures fermes. Aujourd'hui qu'il y a finalement deux France face à face, la France des cités versus la France des villages. Comment vous qualifiez ce que l'extrême droite espère. C'est ce que l'extrême droite, leur fonds de commerce, c'est monter les uns contre les autres. Nous, notre rôle en tant que politique, c'est d'être garant de l'unité de la République. Mais pointer l'extrême droite, c'est pas une manière de dire il se passe rien, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais justement, je vous dis que tout ne va pas très bien, Madame la Marquise, puisqu'on a des groupes d'extrême droite qui organisent des ratonnades contre des jeunes qui sont pris pour cible. Donc oui, c'est un problème. Et oui, mais il n'y a pas de la délinquance aussi issue des quartiers? Mais bien sûr qu'il y a une délinquance, mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan une délinquance qui est une délinquance ordinaire et une délinquance qui est une délinquance politique. Donc, évidemment, agir contre la délinquance, on le fait au quotidien. Et pour ça, d'ailleurs, il faut des moyens qui soient donnés aux forces de police, pour une police de proximité. C'est quelque chose qu'on a défendu depuis toujours. Mais il faut aussi prendre en compte, prendre la mesure aujourd'hui du danger que représente l'extrême droite, de sa violence, qui n'a finalement jamais changé. Il n'y a pas aussi un risque de communautarisme quand on entend Jean-Luc Mélenchon, je vais jusqu'au bout de ma question, qui s'est ému récemment de l'agression d'un raciste, hein, je le précise, d'un jardinier en banlieue parisienne, Marine Le Pen, elle qui n'a pas dit un mot, mais en revanche qui a beaucoup parlé de l'affaire de Crépol. Est-ce que chacun ne parle pas à sa communauté? Mais vous voyez, de nouveau, vous essayez de monter les uns contre les autres. Non, j'essaie de comprendre et je vous pose la question. Non, mais à chaque fois qu'un citoyen de notre pays est attaqué, vous nous trouverez ici, face à vous, pour dire haut et fort qu'un citoyen, s'en prendre à un citoyen de notre pays, en particulier si c'est pour une raison religieuse ou politique, évidemment que ça ne doit pas exister dans notre pays. Et vous me verrez regretter le meurtre de Thomas, le condamner, de la même manière que je condamnerais qu'on s'en prenne aux jeunes jardiniers pour des raisons religieuses. Mais cette guerre de civilisation dans laquelle veut nous faire entrer l'extrême droite, c'est ça aujourd'hui le danger et moi je le refuserai toujours. Un mot aussi sur ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous avez, c'est votre moment, les Insoumis, vous déposez votre niche parlementaire. C'est une dizaine de propositions que vous mettez à l'ordre du jour, dont celle sur l'indexation des salaires sur l'inflation. Vous la mettez à l'ordre du jour, mais vous savez qu'elle ne passera pas, vous n'aurez pas la majorité. C'est cette journée, en effet, où on peut faire l'agenda politique. Aujourd'hui, pourquoi nous voulons indexer les salaires sur l'inflation? Il y a aussi une proposition pour bloquer les marges des grandes entreprises. C'est parce que les prix ont augmenté, les prix alimentaires notamment, de plus de 20% dans notre pays. Nous sommes le pays record d'Europe où les prix ont le plus augmenté. Et on a un Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Le gouvernement a quand même protégé beaucoup de l'inflation. L'inflation, elle est restée la plus faible qu'ailleurs en Europe. Non, c'est pas vrai. Nous sommes aujourd'hui le pays européen où l'inflation est la plus forte, notamment sur les produits alimentaires. Parce qu'on a un gouvernement qui se refuse d'agir, qui implore, qui demande, qui supplie, mais qui fait des cadeaux aux plus riches sans jamais véritablement agir pour bloquer les prix des produits de première nécessité, bloquer les marges des grandes entreprises multinationales et indexer les salaires sur l'inflation, comme ça se fait en Belgique. Et donc, à cette proposition de loi, j'invite tout le monde à regarder ce que va faire le gouvernement, ce que va faire la droite et l'extrême droite, et chacun pourra voir qui défend ceux qui travaillent dans notre pays. Un dernier mot sur l'Europe. Après les élections de 2019, on nous avait vanté une Europe alors plus verte que verte, mais à la veille de la COP28, ça fait pchit, hein. On parle glyphosate, moteur thermique, pesticides, tout ça, ça revient. C'est pas mortifère pour l'Europe, finalement, d'avoir eu des paroles et puis, finalement, qui ne sont pas suivies des actes? C'est ce que nous avions dénoncé depuis le début. On a aujourd'hui une Union européenne qui renonce à prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique. Et je vous donne un seul exemple, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui a été voté au Parlement la semaine dernière. Mon groupe politique a été le seul groupe à s'y opposer et qui va inclure concrètement que on produise des denrées alimentaires, notamment du lait, puisque la Nouvelle-Zélande est le premier pays exportateur au monde de lait, à 20 000 km d'ici, qu'on va mettre sur des porte-conteneurs, qui vont venir dans nos supermarchés, qui sont produits par ailleurs avec des pesticides qui sont interdits en Europe et autorisés en Nouvelle-Zélande, et qui va prendre à la gorge nos producteurs de lait qui n'arrivent pas déjà à vivre de leur production et qui n'arrivent pas à écouler l'ensemble de leur stock. À qui la faute, en 10 secondes? À qui la faute? À des lobbies, à une Union européenne qui ferme les yeux de la même mesure
que la conférence des partis, la COP28, est devenue en réalité la conférence des lobbies, puisqu'à sa tête, on a le sultan Al-Jaber, qui est lui-même ministre et président d'une entreprise pétrolière. Vous voyez, finalement, les conflits d'intérêts, c'était un peu le fil rouge de notre interview aujourd'hui. Merci beaucoup, Manon Brie. Bonne journée à vous.